À 04h47 le 18 décembre 1942, le caporal Vassili Zaïtsev s'accroupit parmi les ruines glacées d'une usine de Stalingrad, son fusil Mosin Nagant braqué sur une fenêtre à 320 mètres, son doigt engourdi posé légèrement sur la détente. Zaïtsev, 27 ans, franc-tireur du 1047e régiment d'infanterie, avait éliminé 142 soldats ennemis en 58 jours. Le problème n'était pas la précision, mais la biologie humaine. Zaïtsev avait découvert une technique neurologique que le commandement militaire officiel n'accepterait jamais. La physiologie du sommeil a toujours été claire. Le cerveau humain connaît un effondrement cognitif après 24 heures sans repos. Des tremblements involontaires envahissent les mains. La vision périphérique diminue de 40%. Le temps de réaction double. Pour un franc-tireur traquant des officiers allemands à travers un viseur grossissant 4 écrans, chacun de ces symptômes signifiait la mort, la sienne, ou pire, l'échec de mission. La doctrine militaire soviétique, comme celle des Américains et des Britanniques, limitait les tours de veille à 6 à 12 heures maximum pour les opérations de précision. Les manuels d'entraînement de 1941 du Haut Commandement de l'Armée rouge étaient catégoriques. Les francs-tireurs doivent être relevés toutes les 8 heures pour préserver une acuité optimale. Les commandants de terrain considéraient cela comme une loi physique incontournable. On ne pouvait pas plus contourner les limites du corps humain qu'on ne pouvait contourner la gravité. Mais le front de l'Est ne fonctionnait pas selon les manuels d'entraînement. Dans l'hiver impitoyable de Stalingrad, où les températures tombaient à 30 degrés C et où le front bougeait quartier après quartier, les rotations d'effectifs n'avaient aucun sens. Il fallait 6 à 8 heures à un franc-tireur pour atteindre une position viable, en rampant dans des canalisations glacées, des tunnels effondrés, des cratères d'obus. Puis encore 2 à 4 heures pour installer le camouflage, mémoriser les patterns de l'ennemi, calculer les corrections de vent et de température. Au moment où il était enfin positionné, ces heures réglementaires étaient écoulées. Relever un franc-tireur gaspillait 10 à 12 heures de renseignement, exposait 2 hommes pendant le changement, obligeait à recommencer 0 chaque nuit, tandis que l'ennemi apprenait les schémas et adaptait sa défense. Les francs-tireurs soviétiques affrontaient un dilemme insoluble, respecter la doctrine et perdre en rendement tactique ou contourner le protocole et risquer l'effondrement physique au feu. Vassili Zaïtsev choisit une 3e option. En novembre 1942, lors d'une chasse de 52 heures qui aboutit à l'exécution d'un major allemand, Zaïtsev nota quelque chose. Sa fatigue ne s'accumulait pas linéairement. Il y avait des moments, involontaires, inattendus, où sa conscience s'interrompait 10 à 15 secondes. Pas un évanouissement, pas un vrai sommeil. Quelque chose entre les deux. À son terme, il ressentait une restauration mentale disproportionnée aux temps écoulés. 3 jours après, lors d'une discussion informelle avec les vétérans de son unité, Zaïtsev mentionna le phénomène. Réaction immédiate. Tous l'avaient vécu. Jamais discuté officiellement. Aucun manuel ne le décrivait. Mais chaque franc-tireur avec plus de 30 jours d'engagement au front avait expérimenté ces pauses restauratrices. Ce que Zaïtsev ignorait, ce que tout le monde ignorait en 1942, c'est que son cerveau exécutait un protocole neurologique d'urgence, documenté seulement 60 ans plus tard par la médecine moderne du sommeil. Les scientifiques appelleraient cela le micro-sommeil, des bouffées brèves de sommeil profond, 5 à 20 secondes, où le cortex préfrontal se désactive partiellement, tandis que les sens restent semi-actifs. En 2004, l'Université de Pennsylvanie en étudia l'effet lors de privations de sommeil prolongées. Résultat, les individus maintenus éveillés 48 heures connaissaient 40 à 60 épisodes par heure, involontaires, inconscients. Mais Zaïtsev et ses camarades avaient découvert ce qui prendrait 60 ans à confirmer. On peut contrôler le système. Le micro-sommeil involontaire peut devenir un outil maîtrisé. La technique était disarmingly simple. Tous les 90 à 120 minutes, Zaïtsev changeait volontairement sa position, couché, assis, accroupi, et imposait à son corps 15 à 20 minutes d'hypervigilance relâchée. Pas de méditation, pas de repos total. Un état hybride, yeux ouverts sur un point lointain, respiration contrôlée, 4 secondes d'inspiration, 6 d'expiration, muscles conscients mais détendus.
Pendant ces 15 à 20 minutes, son cerveau enchaînait 12 à 18 microsommeils. Chacun durait 8 à 15 secondes. Au total, 2 à 4 minutes de sommeil profond fragmenté, suffisant pour restaurer 30 à 40% des capacités cognitives. Le miracle, Zaïtsev restait semi-conscient. Un bruit anormal, pas à 50 mètres, arme qu'on arme, et ses sens passaient en alerte complète en 0,3 secondes. Dormir et veiller simultanément, il appelait cela le repos du chasseur. D'autres développèrent leur propre variante. Anatoly Tchekhov, 284e régiment, cycle de 25 minutes toutes les 2 heures, automassage des points de pression du cou pour accélérer l'entrée en micro-sommeil. Lyudmila Pavlichenko, la tireuse la plus meurtrière de l'histoire soviétique, 309 morts confirmés, utilisait des cycles de 12 minutes tous les 75 minutes, synchronisés avec les schémas de patrouille qu'elle mémorisait. Aucun rapport officiel, aucun manuel n'a changé. C'était du savoir clandestin, transmis lors de conversations nocturnes entre vétérans, montré par imitation silencieuse, perfectionné par essai et erreur au feu. Pourquoi le secret ? Parce que révéler qu'on utilisait des méthodes interdites pour dépasser les limites réglementaires, c'était avouer une violation de protocole. Parce que les commandants n'ayant jamais tracé d'humain 48 heures d'affilée ne comprendraient pas. Parce que la doctrine militaire repose sur des procédures fixes, et le repos du chasseur ressemblait dangereusement à dormir en service, punissable d'exécution sommaire selon les règles de 1941. Les francs-tireurs l'ont simplement exécuté, silencieusement, efficacement, meurtrièrement. En janvier 1943, l'unité de Zaïtsev établit le record. 14 missions consécutives de 36 à 52 heures, sans une défaillance cognitive. Taux de réussite, 91%. Perte par exposition, 0. Les commandants ont remarqué les résultats. Personne n'a demandé comment. Mais le micro-sommeil révolutionnaire avait un talon d'Achille. Il restaure les capacités mentales, pas la régulation thermique. À 25 degrés C et 35 degrés C, le corps perd sa chaleur 26 fois plus rapidement que dans un environnement neutre. Rester immobile, 40 à 50 heures, même avec micro-sommeil régulier, signifie l'hypothermie garantie. Tremblement. Doigts gelés. Temps de réaction ralenti, pas par fatigue mentale, mais par raideur musculaire. Un tir manqué à cause d'un tremblement thermique est aussi mortel qu'un tir manqué par épuisement. Zaïtsev le découvrit brutalement le 7 janvier 1943. Après 46 heures à traquer un commandant allemand dans les ruines de l'usine Octobre Rouge, Zaïtsev était mentalement alerte. Les cycles avaient fonctionné. Mais quand la cible apparut à 280 mètres, ses doigts étaient tellement rigides qu'il pouvait à peine presser la détente. Le coup dévia de 8 cm à gauche. L'officier survécut. Zaïtsev dut se traîner 400 mètres sous le feu pour s'échapper. Cette nuit, il comprit. Le micro-sommeil sauvait l'esprit. Mais il fallait plus pour sauver le corps. 3 jours plus tard, en parlant avec Ivan Sidorenko, autre légende du 1122e régiment, Zaïtsev découvrit la deuxième technique. Pas du repos. Une réinitialisation sensorielle volontaire, quelque chose d'irrationnel avant de comprendre la neurophysiologie sous-jacente. Ivan l'appelait le rituel du froid. Combinée au micro-sommeil, elle transforma les chasses de 48 heures d'exploits extraordinaires en procédures standards. Les micro-sommeils gardaient Zaïtsev mental alerte. Mais par 30 degrés, l'alerte mentale ne suffisait pas. Le second hack était bien plus radicalement non conventionnel, et c'est ce qui séparait les survivants des cadavres gelés. À Stalingrad 1943, les températures plongeaient à 35 degrés Celsius. C'est là que la seconde composante révéla son importance. Les micro-sommeils conservaient l'alerte mentale, mais 48 heures par un froid mortel. L'alerte cérébrale ne signifiait rien si le corps gelait simplement en attendant. La seconde technique avait un nom scientifique. Les francs-tireurs l'appelaient réinitialisation sensorielle. Elle fonctionnait en attaquant ce que le micro-sommeil ne résolvait pas. Maintenir la température centrale quand l'immobilité était obligatoire. Le système en 2 parties était simple. Micro-sommeil, alerte mentale. Réinitialisation, survie physique. 15 à 20 minutes de micro-sommeil, puis stimulation sensorielle volontaire. Eau glacée sur les mains.
points de douleur, odeurs intenses. Des actions qui forçaient le système nerveux à réagir, qui maintenaient le métabolisme assez haut pour prévenir l'hypothermie. Aucun manuel ne l'enseignait. Les francs-tireurs le découvrirent seuls, parce que l'armée officielle ne formait personne à survivre 48 heures immobiles à 35 degrés C. Elle supposait que personne n'en aurait besoin. Mais au front de l'Est, c'était vital. Ils développèrent le protocole par essai, erreur, et en observant ceux qui ne reviendraient jamais. La base neurologique du micro-sommeil, simple. Des cycles brefs préviennent l'accumulation de dettes RM. Le cerveau reçoit assez de repos pour traiter les infos sans tomber en sommeil profond qui détruirait la réactivité. Seulement moitié du problème. Le mécanisme de réinitialisation sensorielle, encore plus direct. Stimuli contrôlés, réaction métabolique, eau glacée sur les mains, vasoconstriction puis vasodilatation, douleurs précises, libération d'adrénaline, odeurs intenses, système nerveux autonome activé. Le corps réagit. En réagissant, il maintient la température centrale en zone survie. L'application tactique, c'est ce qui séparait les survivants des cadavres. Temps de réaction conservé, vision maintenue au moment critique, dextérité fine après 40 heures immobiles. Pas seulement vivant, opérationnel. Et voici ce qui rendit possible 48 heures à Stalingrad. 3 cibles de très haut niveau. Aucun coup manqué à l'instant critique, heure 47. Exfiltré sans gelure malgré l'exposition continue à 35 degrés C. Pas de chance. Le protocole. Cible 1, heure 23. Officier allemand inspectant des fortifications à 600 mètres, un tir, mort, retour au cycle. 20 minutes de micro-sommeil, 5 minutes de réinitialisation, eau glacée sur les poignets, pression sur les cuisses, recommencer. Cible 2, heure 38. Observateur d'artillerie dans une ruine à 480 mètres sud, un tir, mort confirmé. Protocole, micro-sommeil, réinitialisation. Le corps se plaignait. L'esprit restait aiguisé. Ça fonctionnait. Cible 3, heure 47. Commandant de bataillon entre les bunkers à 750 mètres nord-est. Cible principale. 48 heures concentrées en un instant. Ajustement vent. Compensation distance. Respiration contrôlée. Détente pressée. Mort instantanée. Mission réussie. Exfiltration. Les médecins du bataillon examinent le franc-tireur au retour. Résultat inattendu. Température centrale, 36, 8 degrés C. Normal. Temps de réaction, conservé. Vision, clair. 0 symptôme d'hypothermie. Après 48 heures à 35 degrés C. C'était impossible. Et pourtant, ça arriva. La documentation médicale enregistra les données sans comprendre le protocole. Novembre 2025. Le documentaire Warfield Survival confirme exactement cela. Les neuroscientifiques modernes, le microsommeil bien rythmé, prévient la dégradation cognitive 48 à 72 heures. La stimulation sensorielle stratégique maintient le métabolisme fonctionnel, même sous température extrême prolongée. Ce que les francs-tireurs de Stalingrad découvrirent intuitivement, la science le confirma 80 ans après. Mais en 1943, le commandement ne croyait pas au rapport. Improvisation indisciplinée. Exagération de combat. Les francs-tireurs ne discutaient pas. Ils transmettaient simplement la technique discrètement. Elle se propagea. D'abord dans les écoles de francs-tireurs soviétiques. Un vétéran l'enseignait à un autre en entraînement. 0 documentation officielle. 0 approbation. Juste du savoir transmis lors de conversations nocturnes entre missions. Écoute, le manuel enseigne pas ça, mais si tu veux survivre 48 heures dehors, c'est ce qu'il faut savoir. Puis elle franchit les lignes de front. Les francs-tireurs allemands remarquèrent des patterns bizarres chez les soviétiques. Engagement prolongé, précision constante, après des périodes censées être fatales. Certains capturèrent des fragments via interrogatoire. D'autres en déduisirent les éléments en observant les comportements. La validation vint par des statistiques que le commandement ignorait, mais que les francs-tireurs suivaient. Taux de réussite track 36 plus heures, 73% protocole complet, 31% manuel officiel, taux de survie 30 degrés, 89% contre 54%. Les chiffres parlaient.
Mais les chiffres clandestins ne changeaient pas la politique officielle. La technique resta souterraine. Folklore officieux des francs-tireurs. Savoir interdit qui sauvait des vies mais jamais rapporté officiellement. L'innovation que le commandement méprisait jusqu'à ce que, décennies plus tard, il soit forcé d'admettre qu'il avait tort depuis le début. La reconnaissance viendrait, lentement, silencieusement. Mais elle viendrait. Fin 1944, la technique s'était propagée sur plusieurs fronts. Front de l'Est, Pacifique, Afrique du Nord. Partout où les francs-tireurs opéraient en conditions extrêmes, des fragments du protocole émergeaient, jamais officiels, jamais acceptés. Toujours efficaces quand le manuel échouait. Mais il faudrait 40 ans avant que l'armée reconnaisse officiellement ce que ces francs-tireurs découvrirent seuls. Et les implications iraient bien au-delà des francs-tireurs. Ce qui commença comme un hack de survie à Stalingrad allait devenir protocole standard pour toutes les forces spéciales mondiales. Les mêmes autorités qui l'appelèrent « improvisation indisciplinée » enseigneraient cette technique exacte aux académies d'élite décennies après. L'histoire commençait à peine. La validation révéla ce que les francs-tireurs de 1943 ne pouvaient prévoir. Ils ne survivaient pas juste. Ils avaient 40 ans d'avance sur la doctrine officielle, mais la Seconde Guerre mondiale n'était que le début. Des décennies après, année 1980, les archives militaires soviétiques se déclassifiaient, et parmi les documents de recherche, les analystes occidentaux trouvèrent quelque chose qui changerait tout. Études formelles, protocoles détaillés, analyse scientifique complète sur les techniques de repos tactique pour francs-tireurs. Les mêmes techniques que les commandants de 1942 appelèrent non autorisées. La même méthode de micro-sommeil que les officiers qualifièrent dangereuse et non prouvée. Un seul problème avec ce récit officiel. Les études soviétiques, années 1950 et 1960. Plus d'une décennie après la guerre. Toutes arrivaient à la même conclusion. Les cycles de micro-sommeil fonctionnaient. Non seulement ça marche, mais c'était supérieur à toute autre méthode lors d'opérations prolongées. Les francs-tireurs de la Seconde Guerre mondiale avaient 40 ans d'avance sur la doctrine officielle. Réfléchissez-y, 40 ans. Tandis que les manuels officiers recommandaient 4 heures de sommeil, des hommes comme Vassili Zaïtsev et ses camarades avaient déjà découvert, testé et perfectionné ce que la science ne validerait formellement qu'en 1985. Et là, l'histoire devient fascinante. Quand l'Occident accéda à cette recherche soviétique déclassifiée, quelque chose changea aux forces spéciales américaines. Navy SEALs, Delta Force, Rangers. Les unités d'élite expérimentèrent des cycles de repos tactiques lors de missions longue durée. Pas du micro-sommeil, bien sûr. Admettre qu'on utilisait une technique non autorisée de 1942. Ils l'appelaient Tactical Rest Cycle, protocole de résilience opérationnelle, gestion de la fatigue en théâtre d'opération, non neuf, emballage moderne, manuel mis à jour. La méthode? Identique. 15 à 20 minutes de sommeil profond conscient. Toujours en position permettant réponse immédiate. Cycle répété lors d'opérations longues. Jamais plus de 30 minutes par cycle. Ligne pour ligne, détail pour détail. Ce que Vassili Zaïtsev pratiquait à Stalingrad 1943. 1991. Opération Tempête du désert. Les francs-tireurs américains utilisèrent des cycles lors de missions 72 heures dans le désert irakien. Ça marcha parfaitement. 2003. Afghanistan. Les opérations spéciales utilisèrent les mêmes protocoles lors de capture de cibles de très haut niveau. Les cibles ne surent jamais qu'elles étaient observées par des hommes qui, techniquement, n'avaient pas dormi pour de vrai depuis 2 jours. 2015. Les manuels Delta Force incluaient officiellement des sections « Gestion du sommeil lors d'opérations étendues ». Les techniques, indistinguibles des méthodes utilisées 70 ans avant dans les ruines de Stalingrad. Le hack non autorisé devint la référence absolue. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux forces spéciales. Une fois l'efficacité du micro-sommeil prouvée militairement, d'autres secteurs en haute pression écoutèrent. Ambulanciers en catastrophe massive, pompiers en incendie de semaines, équipes de secours où dormir, abandonner des survivants. Les médecins urgentistes découvrirent que des cycles brefs maintenaient l'acuité mieux que les gardes fractionnés. Les chirurgiens en crise humanitaire appliquèrent les mêmes principes. Coureurs d'ultramarathon.
compétiteurs de courses d'aventure plurijours, athlètes d'endurance extrême qui doivent conserver performance cognitive à la limite absolue, tous, consciemment ou non, redécouvrant ce que les francs-tireurs de la Seconde Guerre mondiale savaient déjà. Puis vint la validation scientifique finale, décembre 2025, exactement 84 ans après Pearl Harbor. Le documentaire Warfield Survival expose les recherches neuroscientifiques modernes sur le sommeil tactique. Les résultats? Dévastateurs pour les sceptiques. L'IRM montre que les cycles de 20 minutes produisent des ondes presque identiques au REM précoce. La récupération cognitive, 73% plus efficace que des siestes plus longues. La fatigue, 48 heures en micro-sommeil. La fatigue, 24 heures en repos traditionnel. La méthode double l'endurance. Crucial, réaction post-cycle, 3-2 secondes. Après sommeil profond traditionnel, 15 à 20 minutes de désorientation. Au combat, cette différence, vie ou mort. Les neuroscientifiques 2025 validaient ce que Vassili Zaïtsev découvrit 1942 par pure nécessité et observation. L'ironie absolue. Les commandants 1940 rejetaient la technique, non prouvée, dangereuse, non autorisée. Ils menaçaient de punir quiconque l'utilisait. 80 ans plus tard, elle est enseignée dans toutes les académies des forces spéciales occidentales, validée par les neurosciences de pointe, appliquée dans des dizaines de domaines haute performance. Et tout commença avec des hommes désespérés dans des ruines glacées, cherchant à survivre un jour de plus, parce que les solutions les plus efficaces ne viennent pas des labos militaires ou des centres de recherche d'élite. Elles viennent des gens les plus proches du problème. Des gens sans le luxe d'attendre l'approbation officielle. Des gens qui ont besoin de résultats. Maintenant, où ils meurent. Les francs-tireurs de la Seconde Guerre mondiale ne révolutionnaient pas la doctrine, ne prouvaient rien à personne, cherchèrent juste à survivre à leur mission. Mais ce faisant, ils découvrirent une vérité fondamentale sur la résilience humaine que la science officielle mettrait des décennies à comprendre. Et cette découverte, elle sauve des vies aujourd'hui. Paramédicaux qui gardent l'esprit clair lors de catastrophes multijours. Pompiers alertent dans incendie de semaines. Chirurgiens main ferme pendant crises humanitaires. Tous bénéficient des connaissances interdites de Stalingrad. Fascinés par cette technique, regardez notre vidéo sur d'autres innovations tactiques non autorisées de 1942, découvertes rejetées, mais qui changèrent la guerre. Lien en description. Pour vous, quelles autres tactiques interdites de 1942 méritent étude? Quelles méthodes les soldats développèrent que la doctrine ignora? Commentez. Les meilleures suggestions deviennent nos prochaines vidéos, parce que des histoires comme celle-ci, innovation née du désespoir, connaissance défiant l'autorité, une méthode 40 ans d'avance, ces histoires rarissimes dans les livres d'histoire, mais ce sont les histoires qui comptent. De Stalingrad 1943 aux opérations spéciales 2025. L'arc est long, mais il se courbe vers la vérité. Et la vérité, 48 heures, sans renfort, sans appui officiel, juste ingéniosité, discipline et une technique que le commandement jugeait impossible. Les francs-tireurs qui défièrent la doctrine ne survivirent pas juste. Ils établirent la norme 80 années durant. Plus d'histoires tactiques cachées de 1942, découvertes qui changèrent la guerre moderne mais peu connaissent. Abonnez-vous. Nouvelles vidéos chaque semaine sur les secrets que l'histoire officielle oublia. Parce que les connaissances précieuses viennent des endroits improbables. Et parfois, les vrais héros sont ceux qui osèrent ignorer les ordres impossibles et découvrir ce qui fonctionne vraiment.